irrégulière, une pirogue avec à son bord 90 candidats interceptés ce matin sur l'île d'El Hierro à Las Palmas. 5 morts sont à déplorer, probablement des Sénégalais selon le président de l'ONG Otra Africa. Réunion du Conseil national de la consommation ce matin, la baisse des prix de certains produits entérinés. Le détail avec le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop. Organisation du CFE et de l'entrée en 6e, le directeur des examens et concours face à la presse. Plusieurs mesures annoncées pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. Pèlerinage à la Mecque, 5 morts du côté du Sénégal, 1000 au total. La chaleur y est pour quelque chose. Les voyagistes privés sénégalais déplorent également plusieurs manquements dans le transport, l'hébergement et la restauration. À suivre le journal international, le sport et la revue de la presse. Nous le verrons avec Mohamed Ali Mouba. 2 sujets phares dans la presse de ce matin. Les fouilles opérées au camp pénal, le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye en France, sans oublier les derniers développements des incidents survenus à Médina Gounass. Point de vue, la culture à l'honneur. Ce 21 juin plutôt, fête de la musique. Nous posons le débat sur la musique sénégalaise et le statut des artistes. Rendez-vous tout à l'heure en fin de journal avec nos 2 intervenants. Abdoulaye Diop est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, cette pirogue avec plus de 90 candidats à l'immigration irrégulière qui a été interceptée ce matin derrière l'île d'El Hierro. C'est à Las Palmas, en Espagne. 5 morts sont enregistrés, probablement des Sénégalais, selon le président de l'ONG Otra Africa. Souleymane Aliou Diallo révèle que 37 autres personnes sont dans un état critique. Il répond aux questions de la Djinjo Goudjen. Au moment où nous vous parlons, il y a une pirogue en dérive depuis 21 jours sur l'île El Hierro à Las Palmas, avec à son bord plus de 85 migrants, dont des cadavres, 5 cadavres, qui a été intercepté par une croisière en provenance de la Gambie. À l'heure où nous parlons, l'enquête suit son cours et il y en a 37 qui sont en situation d'hypothermie, dont leur pronostic vital est engagé. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que après l'île d'El Hierro, il n'y a plus de possibilité d'assistance pour les émigrés. Ce qui fait qu'après cette situation, il n'y a plus de possibilité. Beaucoup de pirogues sont en dérive derrière l'île El Hierro. Il n'y a plus de possibilité ni de sens de les assister. Et donc, ce qui fait ce nombre important de pirogues qui disparaissent en mer. Et pour les 5 cadavres, les 5 morts, ce sont des Sénégalais ou pas? Oui, ils sont en cours d'identification. Les cadavres sont en cours d'identification et probablement bon. Et également, on nous signale à l'instant même que d'après les enquêtes, il y a eu des cadavres qui ont été jetés en mer. Il y a des cadavres qui ont été jetés en mer. Ce sont les dernières informations que nous avons par rapport à ce pirogue qui vient d'être intercepté ce matin même. Nous attendons d'avoir des informations plus amples et plus amples par rapport à l'identité des mais en tout cas, la grande partie des occupants de ce pirogue sont des Sénégalais. Parmi ces candidats à l'immigration irrégulière, on nous signale qu'il y a 5 femmes dont une en état de grossesse. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté qui se prononce sur les incidents survenus au camp pénal avant-hier mardi, Madiaw Diaw déplore l'attitude des détenus qui s'opposaient donc aux fouilles. Il approuve également les restrictions sur les visites à la suite de ces incidents. Nous l'écoutons. Nous sommes dans un lieu de privation de liberté, en l'occurrence le camp pénal de Liberté 6, qui obéit à certaines normes. Tout établissement pénitentiaire est soumis à un règlement intérieur. Et quel que soit le détenu, son rang, quel que soit le visiteur, quel que soit l'agent pénitentiaire, même le directeur, tout le monde s'y soumet. Et c'est ce règlement intérieur. Et par ailleurs également le décret de 2001 qui permet véritablement de faire des fouilles à tout moment dans la détention pour éviter véritablement que situations regrettables puissent survenir. Oui, vous avez remarqué que cette fouille a donné ses fruits. Hier, ce qui a été montré à la télé montre que véritablement il fallait le faire. Le seul regret, c'est que véritablement ça a occasionné les incidents. Mais louer par ailleurs quand même le professionnalisme des forces de défense et de sécurité que sont les éléments pénitentiaires. Parce que autrement ça pourrait véritablement tourner au drame. Alors qu'ils ne faisaient que le travail. Mais avec le professionnalisme qu'on leur connaît, ils ont pu gérer la situation et les fouilles se sont déroulées correctement malgré l'opposition de début des détenus.
détenus, ça s'est passé régulièrement et le détenu n'a pas le droit d'avoir véritablement un téléphone à l'intérieur de la détention. Et ces prises de vue également sont irrégulières. Vous savez que même pour l'observateur, quand on entre dans ces lieux de détention, on sait ce qu'on doit prendre comme photo et ce qu'on ne doit pas prendre. Même nous. Donc c'est des données qu'il faut véritablement conserver manipuler du moins avec beaucoup de précautions. Quand on marche en dehors de la réglementation, il est évident qu'on doit suivre véritablement les rigueurs de cette même réglementation. La limitation des visites de l'extérieur et tout cela, ça rentre dans ce cadre. C'est prévu par les dispositions réglementaires. Madiaw Diaw, directeur de l'Observatoire national des lieux de privation et de liberté. En plus bref, les derniers développements des incidents survenus à Médina Gounass, le présumé meurtrier de Djiba Hamdissi a été arrêté. L'enquête se poursuit. Plus d'une centaine d'individus ont été interpellés, plusieurs armes saisies. Les assises de la justice, la remise du rapport au chef de l'État a été repoussée sine die, informe la presse de ce matin. Le président Bassirou Diomaye Faye devait donc recevoir le dit rapport sur sa table le 17 juin dernier. Et vous le savez, ce jour a coïncidé avec la Tabaski, ce qui justifie le report. Aucune nouvelle date n'a donc été retenue jusque-là, précise nos confrères Midi 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais, cette réunion du Conseil national de la consommation, le Conseil donc qui entérine la baisse annoncée des prix des denrées, des denrées de première nécessité, mais des prix des denrées de première nécessité, le pain devrait coûter 150 francs le litre. D'huile de palme 1000 francs CFA, entre autres mesures. Là-dessus, nous écoutons Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, au micro de Seydou Nourouba. Le prix du bidon de 20 litres est de 18 500 francs ex-usine ou à l'importation. 18 500 francs. Le prix du gros est à 17 750 francs du bidon de 20 litres. Le demi-gros est à 19 000 francs, toujours pour le bidon de 20 litres. Et pour le détail, qui nous intéresse également, le litre d'huile est désormais à 1000 francs au niveau des boutiques du Sénégal, dans toutes les boutiques. Le riz brisé à l'import va coûter 375 000 francs la tonne. En gros, c'est 379 000 pour les marges des grossistes, en tenant compte des marges des grossistes. Le demi-gros sera à 385 000 pour les mêmes raisons. Et le prix de détail du riz est à 410 francs. Pour le sucre cristallisé, produit à Richard Toll en général, la tonne sera à 558 000 francs. Pour le sucre importé, le prix de la tonne sera à 566 000 francs. Le gros à 571 000, le micro à 557 000 francs la tonne et le détail sera donc à 600 francs la tonne au lieu de 650. Pour la farine de blé et le prix du pain. La farine boulangère de blé de type 55 sera désormais à 15 200 francs le sac de 50 kg et la farine boulangère améliorée sera à 15 700 francs le sac de 50 kg. Ce qui donnera pour les baguettes, le prix de la baguette standard de 190 grammes sera donc à 150 francs. On est passé de 175 francs à 150 francs, soit une baisse de 25 francs. J'espère que tous les Sénégalais apprécieront. Le ciment, le prix ex-usine, il est à 66 000 francs par tonne. Le prix au distributeur sera donc de 71 000 francs la tonne. Nous avons enlevé donc les 2 000 francs pour chaque tonne. Cela veut dire que le prix du sac de ciment désormais sera de 3 550 francs. Les précisions de Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Notez que l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal dénonce ces nouveaux prix. Le président Aliou Dia dénonce leur mise à l'écart dans le processus donc ayant abouti à cette baisse annoncée. Je vous l'annonçais également en titre, l'organisation du CFE et de l'entrée en 6e, des examens donc prévus les 25 et 26 juin prochain. Au total, plus de 300 000 candidats sont inscrits pour le CFE et le concours d'entrée en 6e, dont 56,43% des filles. Le directeur des examens et concours, face à la presse ce matin, a annoncé des mesures pour un bon déroulement de l'examen. Papa Baba Diassé, que nous écoutons avec Koumba Sandiane Faye. Toutes les dispositions utiles sont déjà prises en rapport avec tous les acteurs concernés. À la direction des examens et concours, les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, ainsi qu'à la construction des épreuves, à leur validation, à leur conditionnement, leur choix, à leur reprographie, à leur sécurisation et à leur mise à disposition ont été bouclées. Pour les 113 candidats déficients visuels, 61 non-voyants,
et 52 malvoyants. Des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves, transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les malvoyants. À la date du vendredi 21 juin 2024, le nombre total d'inscrits est de 301 820, dont 170 270 filles, soit 56,41% du nombre total de candidats, contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1552 candidats pour un pourcentage de 0,52% d'augmentation. L'ensemble des candidats sont répartis entre 1978 centres. Il faut préciser que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance ont été inscrits et subiront les épreuves. Des mécanismes de régularisation sont déjà mis en œuvre dans les académies. L'utilisation de 12 073 salles de classe et la mobilisation de 1978 chefs de centre, toutes les ressources matérielles prévues par la direction de l'administration générale de l'équipement, la DAGE, du ministère de l'Éducation nationale, ont été livrés aux inspections d'académie. Pape Baba Diassé, le directeur des examens et concours à Fatick également, plusieurs mesures ont été prises pour un bon déroulement de ces examens du CFE et de l'entrée en 6e qui, je le rappelle, sont prévus les 25 et 26 juin prochains pour les candidats non déclarés à l'état civil. Là-dessus, vous avez entendu le directeur des examens et concours. Un dispositif donc a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour leur permettre de composer. Cheikh Yaba Diop, l'IA de Fatick avec Aminata Goudiaby. Pour le CFE et l'entrée en 6e, nous avons au total 18 769 candidats. Pour le BFM, nous avons inscrit au total 13 758 candidats. Le baccalauréat général, nous avons déjà inscrit 10 062 candidats. Et nous avons pu constater un nombre croissant de candidats sans pièce d'état civil. Je dois dire que pour Diofior, nous sommes à 442 candidats sans pièce d'état civil. Pour Fatick, 375 candidats BFM et CFE sans pièce d'état civil. Pour Foundiougne, nous sommes à 1792 candidats BFM et CFE sans pièce d'état civil. Et Gossas, seulement 288 candidats sans pièce d'état civil BFM et CFE. Nous avons mis en place un dispositif de détection et de régularisation des candidats sans pièce d'état civil. Je dois dire que ne pas avoir un extrait de naissance, ça ne veut pas dire que le candidat n'est pas inscrit. Il peut faire son examen, mais nous avons mis en place une plateforme au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour détecter et aller vers la régularisation des candidats sans pièce d'état civil. Cheikh Yaba Diop, l'inspecteur d'académie de Fatick, l'école Biram Seck de Linguère face à plusieurs défis. Absence d'un mur de clôture, vétusté des salles de classe, pas de bloc d'hygiène, des difficultés alors que l'école s'apprête à fêter son centenaire et malgré tout, l'établissement situé dans la commune de Linguère se distingue chaque année à travers ses bons résultats. Baye Assane Diaw. 1924-2024, 100 ans se sont écoulés et l'école élémentaire Biram Seck de Linguère continue de rayonner sur le plan surtout des résultats scolaires. Ibrahim Ndiaye est le directeur d'école. Une école qui a été créée en 1924 et qui compte aujourd'hui 13 salles de classe pédagogique et 14 salles physiques. Cette école a environ 500 élèves, 19 mètres. C'est une école qui est considérée comme une école moderne. Puis les performances faites au niveau du CFE. Sur les 4 dernières années, l'école a eu des taux de réussite qui varient entre 74,47% à 96,25%. Parce qu'il y a une forte mobilisation de l'équipe pédagogique. Ce sont des gens qui sont très dévoués, qui travaillent, qui sont prêts au sacrifice. Une école où beaucoup de personnalités ont été initiées, comme le révèle le directeur d'école. Beaucoup de hautes personnalités sont passées par cette école. Le ministre d'État Habib Sy, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, le général Madické Seck, le docteur Mamadou Koumé, magistrat Macoumba Koumé, des hauts gradés de l'armée, le colonel Abdourahmane Niang, le colonel Birame Niang, l'ancien ministre d'État, Feu Djibo Leyti Ka, et le frère du président Abdou Maguette Diouf qui a fait cette école. Mais malgré tout, l'établissement scolaire souffre de beaucoup de maux. Regardez là-bas, vous avez vu les chefs, il y a les gens qui sont derrière. Cette école a un problème de clôture, vous l'avez vu, sur les deux côtés, l'école n'est pas clôturée. Ce qui fait que c'est un lieu de divagation des animaux et même des personnes mal intentionnées fréquentent cette école. Nous avons un bloc sanitaire qui est vétuste depuis 1950, qui ne répond pas aux normes d'hygiène requises. L'école élémentaire Biram Seck de Linguère, nonobstant les nombreuses difficultés auxquelles elle fait face, continue aujourd'hui d'accueillir des enfants car la quête permanente de l'excellence est toujours de mise. Baye Assane Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Direction Keur Madiabel.
pour parler du démarrage des opérations de curage donc des canaux pour prévenir les inondations. Les agents sur le terrain dénoncent l'attitude de la population qui déverse les ordures dans les canaux d'évacuation. Ils en appellent à plus de responsabilité. Fatoumbo. À Kermedjabel, près de 11 canaux d'évacuation ont été curés en prévision de l'hivernage qui approche à grands pas. Les opérations pré-hivernales ont ainsi débuté selon Mohamed Sissé, superviseur des agents du nettoiement. On a déjà commencé avec les caniveaux qui se trouvent au niveau de Santiba. On a purifié 11 caniveaux. On a balayé aussi la route nationale jusqu'au garage. Ils ont commencé le travail des caniveaux là pour purifier les canaux et construire les couverts aussi. Et on va continuer le travail parce que cette opération, pour UCG, ça va durer jusqu'à la fin de l'hivernage, Inch'Allah. Cela nécessite des moyens logistiques et du personnel, a-t-il souligné, exprimant ainsi le besoin urgent d'une intervention des autorités locales. On n'a pas de matériel suffisant, mais nous voudrions aussi l'appui de la mairie pour cette journée et aussi notre hiérarchie qui se trouve à Nioro, qu'il nous mobilise des matériels ou bien des matériels lourds comme le camion Ben et l'autre aussi, la machine et d'autres matériels aussi. Nous appelons aussi le maire pour qu'il vienne en appui sur le plan matériel ou bien sur le plan personnel. Nous appelons aussi les ASC pour faciliter notre tâche. De nombreux agents de nettoiement sont mobilisés dans les rues de Kermedjabel pour dégager les canaux et lutter contre l'insalubrité. Cependant, ils dénoncent régulièrement le comportement des citoyens qui continuent de créer des dépotoirs sauvages. Si l'UCG seulement fait le travail alors que la population ne fait pas ce qu'il doit faire, ça ne sert à rien. Fatoumbo, Kermedjabel, Radio Futur Média. Distribution des semences justement dans l'arrondissement de Diaroumé. Nous sommes dans la région de Sédhiou. Le sous-préfet Ousmane Ngom convoque tous les acteurs concernés, y compris les élus locaux et les chefs de village pour une bonne mise en œuvre de la circulaire du ministère de l'Agriculture. Environ 84% des semences et engrais sont déjà sur place. Bakary Konté. Le taux de réception des semences et engrais s'élève à 84% dans l'arrondissement de Diaroumé. Le sous-préfet Ousmane Ngom a convoqué tous les acteurs pour une meilleure distribution. Nous savons très bien que par le passé, il y avait une déperdition de beaucoup de quantités d'engrais qui n'arrivaient pas malheureusement entre les mains des véritables producteurs. Et cela, je pense que c'est compte tenu de tous ces aspects que les nouvelles autorités, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire et de l'élevage, ont pu donc faire les correctifs nécessaires pour prendre ces mesures que nous saluons. Almamo Dafé, maire de Diaroumé, témoigne l'engagement de l'autorité administrative. Au niveau de Diaroumé, là c'est pas lui jeter des fleurs, mais avec l'autorité, nous avons pu, en tout cas au niveau de la commune, de régler ces problèmes-là d'intrants qu'on trouve dans les marchés hebdomadaires en procédant par quota. Et par rapport à travers ces quotas-là, donc chaque chef de village fait la liste donc du quota alloué à son village et à l'expression des besoins individuels de chacun. Et il vient récupérer la quantité qui est allouée à la population de son village. Bassirou Ndiaye, grand producteur à Fass Ndiayène, pense que cette nouvelle stratégie ne les arrange pas, eux, les grands producteurs. En tout cas, cette nouvelle stratégie de distribution de semences est très bien appréciée par la majeure partie de la population locale, mais elle demande au ministère de l'Agriculture d'accélérer le processus de distribution. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Bakary Konté, midi 19 minutes, pèlerinage à la Mecque, 5 morts du côté du Sénégal, 1000 au total. La chaleur y est pour quelque chose. Les voyagistes privés sénégalais déplorent également plusieurs manquements dans le transport, l'hébergement et la restauration. Cheikh Bamba Dioum, membre du comité directeur du Rénofis, le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Oumra au Sénégal. Tout le monde sait qu'il fait près de entre 50 et 52 degrés à la Mecque depuis 2 à 3 jours. Morts et du côté sénégalais de l'ordre de 5 décès et qui ont entraîné les morts que nous venons de citer. Dans le cadre de l'organisation du Hajj, nous constatons aussi parallèlement les difficultés que nous continuons à vivre, particulièrement en ce qui concerne le transport des pèlerins. Parce qu'il s'agit d'abord de transporter les pèlerins des hôtels au niveau de la Mecque à Mouina, après de Mina à Arafat.
Arafat, etc. Mais ces transports ont connu beaucoup de perturbations. Bon, certains qui devaient être transportés à partir de 10 heures la veille de Mina, donc le 13, sont arrivés à Mina le lendemain, n'est-ce pas, vers minuit, vers 1h et même vers 2h du matin le jour d'Arafat. Ce qui fait que c'était quand même difficile. Beaucoup ont eu peur de rater comment on appelle la station d'Arafat. De l'autre côté aussi, il y a la question de la restauration qui est aussi resté un gros problème. Et nos attentes n'ont pas été satisfaites aussi sur ce plan. Comme d'habitude, nous payons cher, très très cher. Ce n'est pas la peine de citer les prix qui dépassent de très loin ce que nous payons au Sénégal pour une restauration de haute qualité. Alors qu'en retour, c'est regrettable. Les repas viennent avec du retard, des plats que nous ne pouvons même pas qualifier. C'est ça la vérité. Pour que les autorités saoudiennes, disons, respectent les contrats que nous signons avec elles, non seulement sur le plan qualité, sur le plan quantité, mais sur le plan aussi horaire. Il y a des heures, n'est-ce pas, où les repas doivent être servis. Mais on ne peut pas servir un repas de midi, on ne peut pas le servir à minuit. Les manquements donc dans le cadre de l'organisation du Hadj de cette année. Et puis le diocèse de Ziguinchor, resté sous administration apostolique depuis le départ de Monseigneur Paul Abel Mamba, vient d'enregistrer l'arrivée d'un nouvel évêque, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, qui va désormais diriger le diocèse de Ziguinchor. L'annonce a été faite aux hommes de l'église par le nonce apostolique. Il s'agit de l'ambassadeur du pape au Sénégal. Le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Oussouye affiche un sentiment de satisfaction et une joie immense pour toute la communauté chrétienne de Ziguinchor. Abbé Samson Delaka Kantoussan au micro de Lamine Ba. La nomination d'un évêque est toujours un sentiment de grande joie et satisfaction pour l'ensemble du diocèse. En effet, depuis plus de 2 ans, notre évêque Monseigneur Paul Abel Mamba avait été muté dans le diocèse de Tambacounda. Depuis lors, notre diocèse n'avait pas d'évêque et il était dirigé par un administrateur apostolique, Monseigneur Fulgence Colli, que nous remercions vivement et qui pendant tout ce temps, autour de lui, ses conseillers, a été à la tête du diocèse de Ziguinchor. Nous avons été heureux hier lorsque le nonce apostolique, ambassadeur du pape qui vit à Dakar, il nous a annoncé la nomination du nouvel évêque. Vous savez, le nouvel évêque, c'est le pape qui le nomme. Il y a des consultations au niveau de la base et puis en définitive, c'est le pape qui nomme le nouvel évêque. Donc le pape François a donné au diocèse de Ziguinchor un pasteur du nom de l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga. Le deuxième motif de ma joie, c'est que l'abbé Jean-Baptiste est du doyenné d'Oussouye. Et nous sommes heureux qu'après avoir célébré les 100 ans de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la paroisse mère du doyenné, celui que Dieu a choisi pour diriger le diocèse vienne de cette paroisse. Je suis personnellement heureux parce que l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga est un frère dans le sacerdoce comme tous les autres prêtres. Je lui souhaite beaucoup de chance. La chance, il a déjà parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Je souhaite que le Seigneur conduise véritablement ses pas afin qu'il puisse avoir la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Tout le peuple chrétien, musulman, avec la religion traditionnelle, tout le monde est heureux de le savoir aujourd'hui évêque nommé de notre diocèse. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue à Darosha. Merci beaucoup, Barthélémy Ngom. Au Burkina Faso, d'abord, le capitaine Traoré a présidé hier matin un conseil des ministres à Ouagadougou. Le chef d'État burkinabé a refait surface 2 jours après qu'une mutinerie supposée dans des casernes militaires a été annoncée. Info démentie par l'armée qui qualifie d'infondées et mensongères les rumeurs sur les réseaux sociaux faisant état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires à Ouaga. Georges Détié-Diop. C'est hier qu'il est sorti de son silence. Depuis l'incident du tir d'un obus à proximité de la télévision nationale le 12 juin dernier, le chef de la transition militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, n'avait pas pris la parole. Il a présidé jeudi le Conseil des ministres, une apparition qui était attendue depuis les rumeurs sur une possible mutinerie dans plusieurs casernes. Faux, rétorque la direction de la communication de l'état-major des armées qui dénonce des informations infondées, mensongères et l'œuvre d'individus et de groupuscules mal intentionnés. Dans le même ordre, le capitaine Ibrahim Traoré est allé plus loin, même dans le ton. Le chef de la junte a indiqué que la plupart des médias occidentaux qui ont traité cet incident sont des médias menteurs qui manipulent l'opinion. Il a aussi déploré le fait que certains médias nationaux continuent de relayer ou de citer ces médias occidentaux sur les mouvements d'avions et d'hélicoptères enregistrés à Ouagadougou et à Dori après l'incident du 12 juin et qui ont été attribués à l'arrivée de soldats russes
Russes venus assurer la sécurité du pouvoir militaire, le capitaine Ibrahim Traoré a apporté son propre éclairage. Selon lui, l'armée burkinabé avait lancé une opération à Mansilla le lendemain de l'attaque et que les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort. Il ajoute qu'il y a aussi 6 vols d'Ilyushin à Ouagadougou qui ont atterri avec du matériel des Nations Unies en provenance de Gao et Tombouctou. Ce matériel, composé entre autres de munitions, devrait être détruit sous la supervision des services de déminage de l'ONU. Anarusha, saison de pluie meurtrière au Niger, déjà 21 morts et près de 6000 sinistrés. En un mois, cela fait suite à de fortes précipitations et aux inondations qu'elles provoquent. 8 personnes sont mortes par noyade et 13 en raison d'effondrements d'habitations, selon le directeur général de la protection civile du Niger. 26 blessés ont également été enregistrés et près de 4000 têtes de bétail décimées par les flots, a dit le colonel Boubacar Bako à la télévision publique nigériane. À travers des SMS, les autorités exhortent les populations à rester à l'abri et à sécuriser le bétail, d'autant que la saison des pluies ne fait que commencer au Niger. Au Kenya, des milliers de jeunes manifestent contre les projets de nouvelles taxes. Le projet de budget du gouvernement qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes est actuellement débattu au Parlement. Au cours des manifestations d'hier jeudi, il y a eu des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre, rapporte le site de VOA Afrique. Mardi, le gouvernement kényan annonçait retirer du projet de budget la plupart des mesures fiscales, mais les manifestants demandent le retrait du texte dans son intégralité. La guerre au Proche-Orient, Anna, Israël qui poursuit ses bombardements sur le Hamas. Des bombardements israéliens ont visé tôt ce vendredi la ville de Rafah, mais aussi d'autres secteurs du nord et du centre du territoire. L'AFP précise qu'il s'agit de bombardements et de tirs de chars et d'artillerie. Selon le porte-parole de la défense civile de Gaza, 5 corps d'employés municipaux ont été retrouvés sous les décombres d'un bâtiment municipal. Ce matin également, le docteur Richard Pipperkorn, représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires palestiniens, a annoncé que la pause annoncée n'a eu aucun impact sur l'aide humanitaire. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, la culture à l'honneur ce 21 juin, fête de la musique. Nous posons le débat sur la musique sénégalaise et le statut des artistes. Rendez-vous avec nos 2 intervenants tout à l'heure. Donc en fin de journal, nous serons avec Moustapha Ndiaye, manager et éditeur de musique, président de l'association des managers et agents d'artistes, et Michael Souma, acteur de la musique et producteur audiovisuel. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Dakar, capitale du beach wrestling. Oui, capitale du beach wrestling. La lutte à la plage mais transférée à l'arène nationale pour cette compétition organisée par le CNG en collaboration avec la Fédération internationale de lutte amateur. M. Ndiaye, vice-président du CNG, revient sur un peu comment cette compétition va se dérouler, mais également sur les activités annexes. Pour la 2e fois, le Sénégal accueille le championnat d'Afrique de lutte de plage qu'on appelle beach wrestling. Ça va être demain, samedi et dimanche. Les délégations sont déjà sur place. À l'heure actuelle, nous avons en lice 35 pays, plus le Sénégal, pays d'hôtes, et l'organisation mondiale UWW. Ils sont bien accueillis et bien logés dans les différents sites choisis par le CNG. Côté organisationnel également, le CNG a pris toutes les dispositions pour que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. Côté promotion également, on attend du public sénégalais un meilleur accueil également. On invite les populations sénégalaises, le monde de la lutte, qu'ils viennent soutenir nos lions, qu'ils viennent également surtout accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions. Ça a commencé déjà par un séminaire de renforcement des capacités techniques qui a démarré depuis hier jeudi et qui se poursuit aujourd'hui, qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Et nous parlons de basketball. Malal Diagne Junior, Guédiawaye Basket en finale ce week-end chez les garçons, tout comme chez les filles.
une prouesse pour une équipe qui a été promue en début de saison, qui va jouer 2 finales. D'abord la finale de la Coupe de la Ligue chez les dames et la finale de la Coupe Saint-Michel chez les hommes. Abou Saï, administrateur du site sénégalbasket.com, revient sur cette performance. On se projette vers 2 finales ce week-end au Stadium Maurice Ndiaye. La finale de la Coupe de la Ligue ce samedi chez les dames qui va opposer l'ASC Ville de Dakar à Guédiawaye Basket Academy. Le dimanche aussi ce sera la finale de la Coupe Saint-Michel chez les hommes où l'AS Ville de Dakar aussi va défier Guédiawaye Basket Academy. Donc 2 affiches inédites, 2 finales inédites, 2 oppositions vraiment qu'on voit pour la première fois, puisque une équipe promue qui arrive à se hisser en finale chez les hommes et chez les dames, déjà c'est quelque chose d'extraordinaire et à saluer. Donc Guédiawaye a su se créer son petit chemin pour arriver à ses fins et décrocher 2 places de finale chez les hommes et chez les dames. Maintenant sur le plan jeu, sur le plan effectif, on sait que l'AS Ville de Dakar est jugé favori sur le papier. Chez les dames, l'AS Ville de Dakar n'est plus à présenter, c'est l'équipe qui domine le basketball sénégalais sur tous les plans. Donc automatiquement l'équipe est jugée favori pour cette finale face à Guédiawaye. Les joueuses de Moustapha Gueye vont s'appuyer sur leur effectif riche, sur leurs joueuses de qualité pour essayer de faire la différence face à une jeune équipe de Guédiawaye va chercher à créer la surprise. Bien que les 2 équipes se sont croisées la semaine dernière en play-off et Ville de Dakar l'avait largement emporté, mais ici il s'agit d'une finale et dans une finale tout est possible. Oui, voilà. Barthélémy, pour finir avec la Coupe d'Europe, avec les matchs de cet après-midi. Pologne-Autriche, Pays-Bas-France à 19h, mais à 13h, la Slovaquie va jouer contre l'Ukraine. Merci beaucoup Malal Diagne Junior, un bon verre d'eau. Voilà. Merci beaucoup Malal Diagne Junior, midi 31 minutes. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Dans le cadre de la célébration ce 21 juin de la fête de la musique, notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop, est allé à la rencontre de Ndeye Fatou Fall, la fille cadette de Diabou Sek, la Saint-Louisienne, une grande cantatrice qui allie tradition et modernité. Elle déplore le manque de soutien des autorités envers les artistes locaux. Voici la voix de sa mère, Diabou Sek, la Saint-Louisienne, et celle de Ndeye Fatou Fall, la fille cadette de la grande cantatrice saint-louisienne. La musique est dans ses veines. La fille de Diabou Sek a commencé à chanter depuis l'inauguration de l'école Samandjeme Sao de Ndartout. Ce jour-là, ma mère était malade. Elle ne pouvait plus chanter. Elle avait commencé une chanson et je l'ai continuée. Depuis lors, je chante. Diabou Sek disait ceci. Elle a fait presque le tour du monde pour chanter, mais Ndeye Fatou est presque méconnue par le public saint-louisien. J'ai fait plusieurs pays pour chanter. J'étais au Mali, en République islamique de Mauritanie et dans plusieurs autres pays. Ndeye Fatou chante parce qu'elle a côtoyé les grandes artistes comme Diabou Sek sa maman, Coumba Fall Léoni ou encore Doumbé Daou Sek, des voix saint-louisiennes qui ont marqué leur époque. Diabou Sek et ses compagnons répétaient toujours les chansons dans notre maison, mais elles oubliaient vite les refrains. Elles m'appelaient pour que je les guide. C'est pourquoi je n'ai pas appris à chanter. Désormais, elle veut rester au Sénégal pour accompagner les jeunes artistes, mais elle déplore tout de même le manque de soutien des autorités qui ont presque oublié les artistes saint-louisiens. Les artistes de Saint-Louis ne sont pas bien soutenus. Je pense même que les autorités ont négligé notre apport culturel. La Saint-Louisienne veut conquérir désormais les cœurs des Saint-Louisiens. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, la visite de Diomaye Faye en France. Dakar et Paris vont-ils repartir sur de nouveaux axes? En tout cas, le président sénégalais a été reçu par son homologue français. Les 2 hommes ont convenu, comme le relève Sud Quotidien, de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France. L'axe-Paris-Dakar en quête d'un nouveau souffle, repartir sur de nouvelles bases. Carte sur table, Besbi le jour croit savoir que les 2 chefs d'État ont évité les sujets qui fâchent dans le
ce tête-à-tête d'hier, outre les domaines comme l'agriculture, la formation, l'énergie, le successeur du président Macky Sall n'a pas posé sur la table les dossiers dits sensibles touchant la souveraineté. Macron aurait fait par ailleurs passer Diomaye Faye par la porte dérobée, la porte arrière de l'Élysée, pas reçu sur le perron, loin des regards indiscrets. Que comprendre alors? Le journal a donné la parole à un ancien diplomate français qui voit une petite entorse, qui estime que visite d'État ou visite officielle, le chef de l'État français reçoit toujours sur le perron de l'Élysée. En attendant d'en apprendre davantage, le Soleil informe que le président Diomaye a profité de la visite pour plaider la souveraineté vaccinale du continent en prenant l'exemple du Sénégal et de l'Institut Pasteur de Dakar, pionnier en la matière sur le continent. Commentaire de sucré salé Diomaye sur scène. À Paris, Diomaye et Macron se sont donné la main. Pour les deux pays, c'est une histoire qui continue et son tournant s'interroge le journal. Personne ne le sait, répond-il. En tout cas, il y a tellement d'imbrications diplomatiques, économiques et financières que la refondation totale relève de l'improbable. Le président Faye est rentré sur la scène française avec un sujet qui montre le retard pris par l'Afrique. La recherche pharmaceutique sur le plan scientifique, le gap entre l'Afrique et l'Occident est incommensurable. C'est une réalité intangible au-delà des envies souverainistes. Relève encore la publication. Vox Populi en tout cas se demande s'il y aura un pari gagnant-gagnant entre le Sénégal et la France. La baisse du prix des denrées de première nécessité. Le Conseil national de la consommation se réunit aujourd'hui. Le verdict avant l'heure soupire l'observateur. Nous allons vers une évolution du prix du riz. Une grosse difficulté toutefois autour du prix du pain qui du coup reste dans le pétrin. Le tribune a effectué un reportage sur le terrain pour voir si les boutiquiers et autres marchands qui, je cite, ont toujours refusé d'appliquer les décisions de baisse des prix des denrées vont cette fois se plier aux injonctions de l'État. Mon confrère relève que l'on est partagé entre partenaires réticents et boutiquiers hostiles. Nous restons avec ce journal qui a ouvert ses colonnes à Bougane Gueye Dany sur le sujet, le déguerpissement des marchands ambulants. Par ailleurs, le leader de Gom Sabop tire sur le régime qu'il qualifie de populiste. Il parle de dérive autoritaire. À présent, l'affaire Medina Gounass, l'enquête sur la mort d'un individu au cours des derniers événements. Le présumé meurtrier a été appréhendé. Selon le confrère, la personne tuée a été identifiée aussi. Le tireur a été arrêté avec une arme de guerre. Le journal Le Quotidien a effectué un reportage sur place. Mon confrère constate que depuis ces derniers événements, Medina Gounass est devenue une ville morte. Les populations se regardent en chien de faïence. Elles se terrent chez elles. Les commerces fermés, les transports à l'arrêt, les FDS patrouillent dans la ville. L'État a décidé à ramener l'ordre et mettre en garde les fauteurs de troubles. Ce dossier du journal Le Mandat sur la prostitution à Ziguinchor. Le journal écrit que cette prostitution prend de l'ampleur à Ziguinchor. Tous les départements et plusieurs localités balnéaires de la région sont touchés par le phénomène. Un phénomène sérieusement aggravé par l'arrivée de migrantes et travailleuses de sexe venues des pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone ou encore la Guinée-Bissau, la Gambie et la Guinée voisine. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, la culture à l'honneur ce 21 juin, fête de la musique. Nous posons le débat sur la musique sénégalaise et le statut des artistes. Nous sommes en ligne avec Moustapha Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Oui, bonjour, oui. Manager et éditeur de musique, président de l'association des managers et agents d'artistes. Nous sommes en ligne également avec Michael Souma. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Acteur de la musique et producteur audiovisuel. Avec vous donc, nous allons parler de la fête de la musique sénégalaise dans son ensemble, mais surtout le statut des artistes sénégalais. Le Sénégal qui célèbre donc, à l'instar de la communauté internationale, aujourd'hui même la fête de la musique. Et contrairement à l'année dernière où elle a été fêtée dans la sobriété, cette année, plusieurs spectacles sont prévus. Alors, que doit représenter cette fête de la musique pour l'artiste Moustapha Ndiaye? Oui, bonjour et enchanté d'être en ligne en même temps avec le grand Michael Souma, grand Ninglé Iziar. Ok, comme vous l'avez dit, c'est la fête de la musique, c'est notre fête. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce que ça donne l'opportunité pour les artistes de
de revenir sur toute la chaîne de valeur, tous les acteurs qui s'activent un peu sur la chaîne. Et pour moi, ça devrait être un moment, comme toujours, au-delà des scènes qu'on fait, de revenir un peu sur les acquis, mais aussi sur les perspectives, les projets en cours, la législation en cours, toutes ces occasions de restructurer le secteur comme il se doit. D'accord. Revenir sur la chaîne de valeur, on ne peut pas revenir sur la chaîne de valeur sans pour autant évoquer les contenus musicaux. Entre hier et aujourd'hui, certainement vous avez noté une différence dans les contenus. C'est dû à quoi selon vous? Oui, je pense que ce sont les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies qui ont beaucoup apporté. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, au-delà des grandes scènes qu'on avait, aujourd'hui, la scène se fait en digital. Aujourd'hui, des jeunes, pour faire la fête de la musique, peuvent jouer tout seuls en live avec leur propre téléphone, ce qui n'était pas possible il y a quelques années derrière. Et aujourd'hui, ça ne les empêchera pas de faire la fête comme au-delà, il y a des gens qui peuvent faire la promotion de leurs œuvres autrement. Et cette fête, elle se manifeste de plusieurs formats. Certains organisent des rencontres, comme aujourd'hui à Blaise Senghor, où il y a un panel où on parle de l'ère des droits des artistes à l'ère du numérique. Je pense que tout ça sont des formats différents où les gens fêtent la musique aujourd'hui, le 21 juin. D'accord. Michael Souma, le doyen Michael Souma, acteur de la musique et producteur audiovisuel. Dans l'industrie musicale sénégalaise, la diffusion des œuvres est un véritable problème, il faut le souligner, avec notamment une concentration des lieux de diffusion des spectacles à Dakar. Comment y remédier? Est-ce qu'il est possible d'abord de remédier à ça? Oui, écoutez, moi je pense qu'il y a beaucoup de talents au Sénégal qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas les moyens pour les réaliser. Alors donc, comme vous l'avez si bien dit, moi je pense qu'il y a une absence de scène véritable, n'est-ce pas, au Sénégal. C'est vrai que tous les soirs, on voit des groupes jouer dans des restaurants qui leur servent de scène, des restaurants transformés en club, histoire d'un soir. Mais je pense qu'il faut véritablement des scènes, une véritable scène, et même des scènes alternatives, qui permettraient de réunir, n'est-ce pas, plusieurs styles de musique, pour le bonheur, n'est-ce pas, des différents publics. Parce que chaque public, n'est-ce pas, a sa préférence par rapport à telle musique. Donc moi, je pense qu'il faut multiplier les scènes pour que les artistes puissent faire au mieux leur promotion. Et puis, c'est vrai qu'il y a un problème de diffusion, vous l'avez dit. Et je pense que la responsabilité, écoutez, c'est nous les diffuseurs, c'est nous les animateurs, les producteurs. Je pense qu'ils ne faisons pas tout le travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de promotion de la musique sénégalaise, on se dit, ce style, c'est le bala. Or que la musique sénégalaise, elle est plurielle. Moi, je pense qu'il est bon de faire la promotion, n'est-ce pas, de tous les styles de musique qui se trouvent à travers le Sénégal, la Casamance, les pays serrères, les machins, énormément de talents. Je pense qu'il faut les faire connaître. Les défis sont encore là, mais est-ce que ces défis seront faciles à relever dans la mesure où la culture, de façon générale, n'a pas un département ministériel qui lui est propre. Il a été adossé au ministère des Sports. Est-ce que cela va faciliter la tâche? Alors, voilà, je pense que le département, on aurait dû avoir un département de la culture. Ça a toujours été un département qui est réservé ou dédié à la culture. Peut-être pour faire au mieux la promotion de la culture sénégalaise en général. Voilà, donc à mon avis c'est ça. Alors, je reste avec vous, Michael Souma, pour soulever un peu la question de la loi sur le statut de l'artiste qui permet aux professionnels du secteur, bien sûr, de bénéficier d'une sécurité sociale et une loi qui est toujours d'actualité. La loi a été votée en 2020, puis promulguée en 2021, et des textes d'application validés, c'était au mois de mars dernier. Alors, comment maintenant mettre tout cela en œuvre? Comment mettre en œuvre cette loi? Écoutez, je sais que voilà, Ndiaye le fait, donc je sais que une association comme l'AMS est en train de se battre pour justement que cette loi soit une réalité. Voyez-vous. Et donc on se bat, donc on se bat. Je pense que donc les autorités en place, je pense que les artistes auront gain de cause.
Moustapha Ndiaye, je vous renvoie la même question. Comment mettre en œuvre cette loi qui, à la limite, peut permettre aux artistes de bénéficier d'une sécurité? Ok, je profite de cette possibilité, de ce canal, pour interpeller encore le président de la République et le ministère de la Culture qui a le dossier qui a été totalement travaillé pour le terminer. Du retour que nous avons eu du ministre, de ses techniciens et du secrétaire d'État, tout se passe dans les meilleures conditions et très bientôt il nous reviendra avec une loi finalisée et opérationnelle. Cette loi, les acteurs dans toutes les organisations professionnelles ont été interpellés, dont notre association, l'AMS, les associations écrivains, dans toutes les associations professionnelles ont été invités à ces rencontres où vraiment on a échangé avec les secteurs qui sont spécialisés dans la sécurité sociale, comme la Caisse de sécurité sociale, IPRES, le ministère du Travail, entre autres. C'était des concertations inclusives. Une loi a été, oui, ça a été très inclusif, très inclusif quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'attendre? On va s'attendre à ce que dorénavant, que la couverture sociale des artistes soit une réalité. Là où des années passées, il y avait des artistes, des acteurs culturels, des célébrités dans le monde des arts, quand ils étaient malades, quand ils étaient en fin de carrière, vraiment, les gens étaient tristes de voir comment ils avaient du mal à se prendre en charge. Là, les dispositifs seront mis pour que dorénavant, avec les cotisations qui vont être des réalités et exigées à tout acteur actif, maintenant, ça va être une réalité de cotiser, mais aussi une réalité d'être couvert. Et dans ces couvertures, on va voir, il y aura des résultats, il y aura des choses importantes qui vont se passer. Maintenant, les contrats de travail vont être les baromètres et chaque acteur dans ses prestations va avoir des contrats de travail. Maintenant, ce ne sera pas facile d'un premier coup. Et ça, c'est très normal. Parce que c'est des habitudes que nous n'avions pas auparavant pendant des années et des années. Mais il faut commencer par quelque chose, évoluer et faire de telle sorte que chaque personne va voir que c'est important pour lui et va s'adhérer. Parce que dans un projet de loi, quand il va être effectif, il n'y a que l'appropriation des acteurs de ce projet de loi qui va faire la réussite de cette loi. Et je pense que les artistes sont vraiment dans le besoin de cette loi et vont le faire. Mais il faudrait que ce soit accompagné par l'effectivité aussi de la loi sur la rémunération de la copie privée. D'accord. Ça va ensemble. Si ce n'est pas fait, les gens vont être dans des difficultés majeures. Parce que la copie privée peut être un moyen d'accompagnement de ces entrepreneurs culturels que sont artistes, managers, toute la chaîne de valeur dont on a parlé, pour pouvoir être en phase financièrement. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de la culture, les industries culturelles, il faut parler d'économie si on veut que les choses se parlent. Et l'économie, la copie privée est au cœur de cette D'accord, mais l'autre problème à régler aussi, Monsieur Ndiaye, je pense c'est cette guéguerre un peu entre artistes. On voit parfois des artistes qui se crêpent un peu le chignon, sortir des clips pour répondre à l'autre. Est-ce que cette situation aussi ne vous fragilise pas davantage? J'ai pas bien compris le sens de la... Cette guéguerre un peu entre artistes. Entre artistes? Oui. Non, pour moi, ça, c'est pas grave. Parce qu'on est dans un milieu qui est comme ça. Le milieu, il est concurrentiel. Il est concurrentiel au même titre que tous les autres secteurs. Les artistes sont concurrencent le marché parce que ce marché, c'est un marché économique. Plus tu as des fans, plus tu as des consommateurs, plus tu peux avoir, comment dire, asseoir ton trône, quoi, d'une certaine manière, quoi. C'est je peux le dire comme ça. Mais je pense que c'est pas comment dire le mot, c'est pas méchant, on se tire pas dessus, c'est juste des manières, des clashes, des trucs comme ça fait partie du jeu, mais ça gâche pas. Je pense qu'il faut juste garder le côté artistique au-delà de ça, et je pense que ça, il y a des gens derrière qui y veillent, et aussi c'est une petite partie aussi de ce secteur qui sont en train de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sensationnel emporte tout sur la réalité aujourd'hui dans ce pays, mais je pense qu'au-delà où 2 personnes, 3 personnes se tirent dessus, il y en a 50 qui sont en train de faire le travail ensemble. Les uns avec les autres, mais aussi pour le grand public. Je pense que des fois, c'est juste des faits parallèles qui n'ont rien à voir avec la vraie réalité que vivent les autres. Mais il faut en prendre en compte parce qu'il y a l'argent, forcément, souvent, il y a des tiraillements, il y a des trucs, mais il faut le faire juste avec l'intérêt général de pouvoir faire des œuvres, de proposer des œuvres matures et des œuvres aussi concurrentielles dans le secteur. C'est donc une journée de plaidoyer ce 21 juin. Merci beaucoup Moustapha Ndiaye. Michael Souma, je termine avec vous. On parle beaucoup d'industrie musicale, mais est-ce qu'on a déjà une bonne politique culturelle au Sénégal, capable même de soutenir cette industrie? Voilà, moi je pense que qu'on peut véritablement parler aujourd'hui de showbiz au Sénégal. Est-ce qu'on a les infrastructures véritables qu'il faut pour qu'on puisse véritablement parler de showbiz, d'industrie culturelle au Sénégal? Bon, je ne pense pas trop,
Parce que moi, je pense que le bal est dans le camp des artistes musiciens surtout. Alors moi, je me dis qu'il faut peut-être fédérer davantage les efforts. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font de la musique au Sénégal. Est-ce qu'avec toutes ces associations-là, on ne pourrait pas, on ne pourrait pas fédérer toutes ces associations-là, en faire une fédération, quelque chose de puissant pour que l'État puisse avoir un regard beaucoup plus positif, pour que l'État soit beaucoup plus regardant en fait envers les artistes musiciens. En fait, c'est ce que je me dis en fait. D'accord. Qu'en est-il aujourd'hui de la qualité des œuvres musicales avec les jeunes générations d'artistes musiciens, chanteurs et notre fameux Mbalakh aussi? Oui, justement, moi je le disais tantôt parce que je disais qu'aujourd'hui, quand on parle de promotion de la musique sénégalaise, on se réfère à un style de musique, le Mbalakh. Or, la musique sénégalaise, elle est plurielle. Aujourd'hui, je pense qu'il serait bien de faire des recherches. De faire la promotion, n'est-ce pas, de tout. Parce que moi, j'ai eu à faire le tour du Sénégal. Et à chaque fois que je vais dans une région, mais il y a des talents incroyables. Le Sénégal regorge de talents incroyables. Mais malheureusement, ces talents n'ont pas d'espace pour s'exprimer, pour se produire. Voilà. Alors, autre chose, c'est qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas qu'on se mouve dans la facilité. Moustapha parlait tantôt, n'est-ce pas, des nouvelles technologies de la communication. Parce qu'il est facile d'entrer en studio et de faire un album. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on n'est pas chanteur, on peut entrer en studio, faire une musique, un super clip, sortir, être une superstar. Mais faudrait-il pouvoir reproduire tout cela sur scène? Parce qu'en fait, la vérité en musique, c'est le live, c'est la scène. Voyez-vous. Alors aujourd'hui, on note une absence de créativité chez nos artistes musiciens, une absence de recherche. Et moi, je pense que c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui arriver à proposer quelque chose de nouveau au public. Voilà. C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure sur le contenu, sur les contenus musicaux. Merci beaucoup, Michael Souma, acteur de la musique, producteur audiovisuel. Merci beaucoup à Moustapha Ndiaye, manager et éditeur de musique, président de l'association des managers et agents d'artistes. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. C'est dans 9 minutes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdoulaye Diop, digital Maïsambay, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là tout à l'heure donc pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.